Monsieur le secrétaire général de l'UMA, Madame la députée, Monsieur le président de l'Université Mohamed V, chers collègues, Mesdames et Messieurs. Au nom des CAP Afrique, je vous souhaite la bienvenue à cette 3e édition du colloque international de Rabat, qui a, cette année-ci, vous l'avez entendu, pour thème « Quel rôle pour l'Afrique dans la gouvernance mondiale ?» Je suis honoré d'avoir l'opportunité de vous adresser ces mots d'ouverture et de mettre en contexte les enjeux cruciaux que nous aborderons au cours de ces 2 jours. Le choix de ces sujets n'est pas fortuit. En effet, nous vivons dans un monde de plus en plus interconnecté, où les défis et les opportunités transcendent les frontières nationales. Les processus de mondialisation, disait une collègue, Mireille Delmas-Marty, qui est décédée maintenant, ouvrent en effet des possibilités inédites, mais suscitent aussi des menaces pour l'être humain et l'ensemble de l'écosystème, provoquant ainsi un repli souverainiste dans un monde de plus en plus déboussolé. Elle nous appelait alors à savoir résister à la déshumanisation, à responsabiliser les acteurs globaux et à anticiper les prochains risques. Nous vivons dans un système d'interaction entre multiples acteurs dont aucun ne maîtrise la direction, mais dont tous contribuent à construire l'architecture et une forme incertaine de pilotage. La notion de gouvernance mondiale a tenté de saisir cette évolution qui a été favorisée par 3 phénomènes de nature très différents. D'abord, l'émergence des écologistes et la première conférence internationale sur l'environnement en 1972 autour du slogan « Une seule terre » et donc la communauté des destins de tous les habitants de la planète. Ensuite, la globalisation économique et financière des années 1980 avec l'explosion du commerce international, l'investissement international et la libre circulation des capitaux. Enfin, la notion d'intervention humanitaire, dans les années 90, où on a vu les Nations Unies être obligées pratiquement d'intervenir militairement dans des conflits internes pour protéger les populations. Je citerai un exemple ici, la première guerre du Golfe, la Somalie, vous vous souviendrez de l'image de Bernard Kouchner portant un sac de riz en sortant du bateau pour aller en Somalie. Ou encore l'ex-Yougoslavie et Haïti. La gouvernance mondiale est une notion dynamique. Pendant longtemps, elle a conservé les acquis de chaque pays dans une certaine forme d'équilibre. Et différentes thématiques entrent dans le champ d'action de cette notion de gouvernance mondiale. Tour à tour, on y trouvera l'économie et la finance, la politique internationale, la paix et la résolution des conflits, le développement des connaissances et, dernièrement, de plus en plus, l'environnement et les ressources naturelles. Cette notion de gouvernance mondiale entend donc rendre compte des transformations du monde. Elle implique des mécanismes de régulation internationale, formels ou informels, engageant tous les partenaires, qu'ils soient publics ou privés. En réalité, c'est en 1995, sous l'instigation de l'ancien chancelier allemand Willy Brandt, que la Commission of Global Governance proposait une définition de cette notion de gouvernance globale. C'est celle-ci, la somme des différentes façons dont les individus et les institutions, publiques et privées, gèrent leurs affaires communes. C'est un processus continu de coopération et d'accommodement entre intérêts divers et conflictuels. Elle inclut donc les institutions officielles et les régimes dotés de pouvoirs exécutoires aussi bien que les arrangements informels. Et la toute première idée de gouvernance mondiale s'est donc traduite par la création et la structuration des Nations Unies. Par ailleurs,
le Forum pour une nouvelle gouvernance mondiale a créé l'indice de gouvernance mondiale en 2008. Cet indice mesure le respect des pays vis-à-vis des principes internationaux sur les thèmes de paix, d'état de droit, des droits de l'homme, de développement durable et humain. Nous avons plusieurs repères qui structurent alors l'organisation du monde, par exemple, les accords de Bretton Woods, qui régissent la convertibilité des monnaies, avec au départ la création de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, les Fonds monétaires internationaux, les accords du GATT de 1947, qui ont succédé, et vous le savez bien ici, en 1992 par l'OMC, qui régule les échanges mondiaux, le protocole de Kyoto en 1997, qui vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre, et en parallèle, on assiste de plus en plus à l'apparition de diverses coalitions d'États, le G7, les pays les plus industrialisés, les G20 dont on a parlé, ou l'Afrique, j'y reviens dans un instant, vient de rentrer, et le G30. C'est donc le 9 et 10 septembre 2023 que l'Union africaine a intégré ce groupe de G20 en tant que membre permanent. Et cette adhésion intervient à un moment où l'ordre mondial est largement rebattu. La Chine et la Russie voient leur influence grandir. De notre côté, des États qu'on appelle les BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, ce groupe s'est élargi en incluant deux nouveaux États africains, l'Égypte et l'Éthiopie. De son côté, la Turquie tente de s'épanouir de manière différente que par le processus qui avait été engagé d'intégration à l'Union européenne. Et donc, dans ces contextes, la place de l'Afrique dans cette gouvernance mondiale est essentielle, et cela à plusieurs égards. Tout d'abord, l'Afrique est un continent dynamique et diversifié, riche en ressources naturelles, culturelles, humaines. Sa démographie est la plus dynamique du monde. La jeunesse africaine est connectée au monde et le niveau d'éducation de la population africaine a considérablement progressé depuis 1990. Cependant, malgré son énorme potentiel, l'Afrique reste confrontée à de nombreux défis sur le plan économique, politique, social, environnemental. Par conséquent, il est donc impératif d'analyser comment ces continents, par ailleurs berceau de l'humanité, peut, s'il le veut réellement, jouer un rôle plus important et plus influent dans les instances de gouvernance mondiale pour relever ces défis et promouvoir son développement durable. Ensuite, cette notion de gouvernance mondiale, comme indiqué précédemment, est en constante évolution. Les structures et les mécanismes de gouvernance mondiale, FMI, Banque mondiale, l'OMC, voire les Nations Unies, sont souvent critiqués par leur manque de représentativité, de légitimité et d'efficacité. Dès lors, il nous a paru important de réfléchir à la manière dont l'Afrique peut contribuer à la réforme et à la démocratisation de ces institutions internationales pour les rendre aptes à résoudre au mieux, à répondre au mieux aux besoins et aux intérêts de tous les pays, y compris ceux du continent africain. Enfin, l'Afrique est et reste le terrain de jeu favori du monde, surtout de ceux qui en ont les moyens. Ils viennent y rechercher ce qu'il leur faut pour satisfaire leurs intérêts, ce qui est tout à fait normal, car en politique, comme vous le savez, il n'y a pas d'amis, chacun défend ses intérêts. Simplement, dans cette quête de profit, les intérêts africains sont négligés, mis sous le tapis et parfois avec des complicités locales, et cela depuis les traites négrières jusqu'aux crises actuelles. Mais l'Afrique ambitionne aussi d'être perçue comme un acteur clé dans la résolution des conflits mondiaux, tels que les changements climatiques, les conflits armés
l'émigration, la santé mondiale et bien d'autres encore. Je citerai ici, pour faire un lien à l'actualité, les rôles que l'Afrique du Sud joue actuellement dans les conflits entre Israël et Hamas. C'est pourquoi donc il est crucial d'explorer comment ce continent peut renforcer sa coopération avec les autres acteurs internationaux et d'ainsi contribuer de manière positive à la résolution de ces défis communs. Ces colloques, troisième édition, on l'a dit, et mes prédécesseurs l'ont souligné, offre donc une plateforme unique de dialogue, d'échange et d'expertise et de partage de bonnes pratiques entre les acteurs africains et internationaux. C'est donc l'occasion de promouvoir la compréhension mutuelle, de renforcer les réseaux de collaboration, de catalyser les initiatives concrètes pour favoriser l'inclusion de l'Afrique dans la gouvernance mondiale. Dans les relations entre les nations, nous le savons, il n'y a pas de devoir de solidarité ou même de sens de l'humeur. Il y a toujours et il y aura toujours des rapports d'inégalité dans une relation nord-sud, parce que tant qu'un partenaire du Nord investit de l'argent, du Sud ou d'ailleurs, autant qu'un partenaire investit de l'argent dans le développement de notre partenaire, il y aura de la dépendance. Il est alors difficile d'évoquer dans ce contexte-là un partenariat d'égal à égal. Et ma naïveté éveillée me conduit à me demander si les génies des hommes seraient capables d'inventer un mécanisme par lequel nous pourrions, les uns et les autres, trouver les intérêts dans une collaboration qui viserait la satisfaction des intérêts des autres. Ce qui nous réunit aujourd'hui et donc durant ces 2 jours, c'est la volonté de joindre nos efforts pour amener l'Afrique à prendre son destin en main, à définir son propre agenda et à participer activement à l'épanouissement de la population, parce que cela contribuera à une meilleure coopération entre les peuples et les nations du monde. L'agenda 2063 exige que l'Afrique devienne un acteur qui participe de façon active et égale aux affaires internationales, aux institutions multilatérales, qu'elle devienne un pilote de la coexistence pacifique, de la tolérance et d'un monde juste et viable. Au cours des prochaines heures, nous aurons donc l'opportunité d'explorer ces questions de manière approfondie à travers 3 panels de discussion et un atelier méthodologique. J'encourage chacun d'entre vous à y prendre part activement, à partager vos perspectives et à contribuer à l'élaboration de solutions innovantes et durables pour un monde plus juste, équitable et prospère. Pour finir, je tiens à exprimer ma gratitude à tous nos partenaires, la Faculté de sciences juridiques, économiques et sociales de Suisse, les laboratoires LRJP, l'IEGA, ainsi que tous les participants, vous êtes, d'avoir rendu ce colloque possible. Ensemble, je suis certain que nous pouvons faire avancer les débats sur le rôle de l'Afrique dans la gouvernance mondiale et œuvrer pour un avenir meilleur pour tous. Je nous souhaite donc d'avoir des échanges inspirants et stimulants et je vous remercie pour votre attention.